Je vous souhaite la bienvenue. On va aborder un sujet qui est essentiel ce matin avec nos invités. Bonjour à vous trois, d'ailleurs. Bonjour. 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 Je vais faire une introduction pour mettre la table et je vous présente officiellement tout de suite après ça. On le sait, on l'a dit, le fameux convoi de la liberté s'en vient à Québec ce week-end. D'ailleurs, il y a peut-être des camions là, qui vont arriver là, dès aujourd'hui. Ce ne seront pas nécessairement les mêmes personnes, reste que les revendications sont les mêmes. Il y a des revendications aussi qui sont différentes au sein de ce même groupe-là. Certains demandent l'abolition de toutes les mesures sanitaires, d'autres de l'obligation vaccinale, d'autres le passeport vaccinal. Il y en a d'autres qui veulent la démission de Trudeau ou de Legault ou les deux. Bref, c'est un peu un fourre-tout, tout ça. Il n'y a pas de porte-parole officielle non plus. Certains policiers, pas policiers, mais certains politiciens, je viens de faire un beau lapsus, tentent de se faire du capital politique et de se faire les porte-voix là, des manifestants. Hier à Ottawa, des citoyens ont même pitché des œufs là, littéralement aux camionneurs, donc les tensions augmentent. Paradoxalement, je l'ai nommé dans la revue de presse tout à l'heure, ce mouvement-là empêche les gens de sortir de chez eux, de sortir de leur confinement. Le maire d'Ottawa recommandait d'ailleurs aux citoyens là, de demeurer dans leur maison. La circulation au centre-ville est quasi impossible. Donc, depuis plusieurs mois, pas juste depuis que le convoi s'est mobilisé à Ottawa, la pandémie divise. D'un côté, on a les théories du complot qui pullulent. Certains y adhèrent. De l'autre côté, on est en droit de se poser la question suivante. Doit-on accepter en bloc toute mesure sanitaire proposée par le gouvernement sous prétexte que, et là je cite M. Legault, le gouvernement et M. Legault feraient son possible? Donc, voilà la question. Le sujet est donc très délicat et j'ai pu remarquer qu'il existe un certain tabou à parler de ça ouvertement, surtout du côté de la gauche politique. Donc, on tente de creuser ça ce matin avec nos invités et avec vous, chères auditrices et auditeurs. Tout d'abord, parmi nos invités, Jonathan Durand-Folco est avec nous, professeur adjoint et cofondateur de l'École d'innovation sociale de l'Université Saint-Paul, auteur de l'essai « À nous, la ville ». Jonathan, salut. Bonjour. Re-salut. Re-salut. Louis-Philippe Lampron, maintenant professeur à la faculté de droit de l'Université Laval, chercheur au Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. Tu vas sortir un livre bientôt qui s'intitule Maudite charte, 10 ans d'assaut contre la démocratie, des droits et libertés. Ça sort le 8 février prochain. Et Elisabeth Germain est avec nous, militante féministe, qui milite particulièrement là, au Comité de femmes immigrantes de Québec. Salut Elisabeth. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, c'est un sujet un peu touché, donc ça prend quand même un certain courage pour parler de ça ce matin. Mais je sais que les auditrices et auditeurs sont très contents qu'on ouvre les valves et qu'on en parle. Donc, l'émission spéciale porte sur la thématique suivante. Puis là, j'avais de la misère à synthétiser. Je me disais, il y a tellement d'affaires. Mais on a utilisé 3 expressions pour définir le contexte. Droits et libertés, opposition politique et polarisation. Remettre en question les mesures sanitaires pour la gauche, notamment. Est-ce que c'est tabou? Et si ça l'est, pourquoi est-ce que ce l'est selon vous? Puis je commencerai par faire intervenir Jonathan, parce que je sais qu'il a réfléchi beaucoup à cette question-là. Oui, donc de mon côté, je dirais que effectivement, c'est une question qui est complexe. Est-ce que c'est un tabou comme tel? Peut-être d'en parler ouvertement, publiquement, parce qu'on sait, je pense qu'on soit de gauche, de centre ou de droite ou de n'importe où sur l'échiquier politique,
C'est des questions qui relèvent à la fois de prise en compte de la complexité au niveau épidémiologique, du nombre de lits d'hôpitaux, du nombre de cas qui évoluent en temps réel. Il y a beaucoup de faits. Aussitôt qu'on se met à énoncer des chiffres ou appuyer nos arguments, souvent les chiffres sont plus à jour, c'est compliqué. On peut être accusé de faire de la désinformation. Et aussi, je dirais que avoir une position qui dit peut-être que telle mesure sanitaire a des coûts sociaux au niveau démocratique élevés, même si on sait que par ailleurs, il faut aussi éviter de propager le virus, puis que au niveau sanitaire, ça peut être bon, mais ça peut avoir des conséquences négatives. Ces positions-là intermédiaires se font moins entendre parce que, disons, le discours public depuis le début de la pandémie, c'est vraiment, voici les mesures sanitaires pour le bien public, il faut obéir, même si on n'est pas d'accord, pour le bien commun, pour la solidarité avec les gens dans les hôpitaux, il faut obéir, puis on espère que ça va aller mieux. Et si on remet ça en question, et les premiers à avoir été plus affirmatifs et vocaux, c'est des gens qui remettaient souvent en question la gravité de la maladie au début, ou disant que c'est juste un virus comme un autre, ou bien parce que ça relève d'un complot de Bill Gates avec des antennes 5G, tout ça. Donc, il y a eu vraiment une sorte de ligne de clivage ou de fracture entre les positions officielles des mesures sanitaires qui sont appuyées, entre guillemets, sur la science ou les différents avis de la santé publique, et de l'autre, des gens qui contestent ouvertement, qui remettent en question tout, et les positions intermédiaires qui disent, oui, les mesures sanitaires, il en faut, mais regardez, celle-là, peut-être pas, peut-être c'est un peu trop sévère, peut-être que là, on est en train de faire fausse route et il y a des conséquences négatives plus grandes. Ce genre de discours-là, on l'entend pas beaucoup. Et la gauche, au niveau parlementaire, essaie de faire son possible. En même temps, ils veulent pas trop se mouiller de peur de froisser l'opinion publique ou de perdre des votes. Et la gauche dans la rue, entre guillemets, je pense, des groupes communautaires, différentes personnes impliquées dans différents milieux, se retrouvent entre l'arbre et l'écorce, pris à devoir s'occuper du monde sur des lignes de terrain, prendre soin des gens. Et de prendre position publiquement, d'organiser un mouvement de contestation large, c'est extrêmement difficile à faire. Donc, la gauche, elle se retrouve un peu mal pris, puis elle n'a pas de position forte. Et ceux qui prennent des positions fortes, c'est comme abolition des mesures sanitaires, le gouvernement nous ment, les médias nous racontent des histoires, puis c'est vraiment des discours plus noir ou blanc, disons. Oui. Elisabeth Germain, je te voyais opiner du chef lorsque Jonathan parlait des groupes communautaires là, qui sont surchargés, épuisés. Puis on sait que parmi ces gens qui y travaillent, là, il y en a beaucoup qui font partie de la gauche politique. Elisabeth, qu'est-ce que tu penses de cette question-là? D'abord, je suis effectivement d'accord avec ce que Jonathan vient de dire. Je voudrais souligner que la gauche politique, d'abord, était mal prise un peu aussi parce que d'habitude, l'argument de la solidarité puis du bien commun, ça vient de la gauche. Puis là, ça venait pas de la gauche, ça venait du gouvernement qu'on peut pas prétendre être à gauche, là, accordons-lui d'être centre-droit, mais c'est pas de la gauche, certainement. Donc, qu'est-ce que tu fais quand on c'est pas juste un argument, la question de la solidarité, c'est une vision du monde aussi, c'est une stratégie, là, au sens noble du terme. Quand ta vision principale est accaparée par les gens d'en face, tu te retrouves sans moyens. Par contre, il y a aussi eu des réactions à gauche, autant au point de vue politique que communautaire. La Ligue des droits a dénoncé l'état d'urgence, a dénoncé la vaccination obligatoire, a dénoncé le couvre-feu. Les groupes communautaires aussi ils ont énormément agi, ils ont été essoufflés, mais ils ont aussi dénoncé des choses et nommé très clairement quels étaient les torts faits à diverses catégories de population. Montréal-Nord, c'est les groupes communautaires qui ont alerté sur les injustices. Alors, c'est ça. Il faut pas juste regarder les deux côtés de la polarisation. Il faut effectivement regarder énormément de choses qui se sont passées entre les deux pôles. Oui. Louis-Philippe Lampron, sur cette question du tabou concernant la contestation de certaines mesures sanitaires, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je trouve que ça a été très, très bien dit. C'est-à-dire que dans un contexte de polarisation, tu l'as bien dit aussi en introduction, là, je dis, il y a d'un côté ceux qui croient à la puce dans le vaccin, de l'autre côté, il y a celles et ceux qui croient, qui affirment qu'il faut qu'on obéisse, il faut qu'on soit docile, pour reprendre les termes de notre ministre de la Sécurité publique. Et
l'intermédiaire, en fait, donc des gens qui ont des questions à poser, de remettre en cause une portion des choix qui sont faits par le gouvernement, mais sans nécessairement, bien sûr, adhérer à une thèse complotiste. Dans un contexte de polarisation, ben la crainte de se voir associé d'un côté ou de l'autre de ce débat extrême-là peut avoir un effet paralysant, c'est très clair. Puis je dirais que là, après 2 ans, on parle du convoi de la liberté, parce que c'est un peu la thématique générale. Qu'est-ce qui peut mener à ce niveau de colère-là, puis à des gens qui vont débarquer au centre-ville d'Ottawa, puis on va voir ce qui va se passer à Québec, et qui parlent en termes forts, de siège, puis de jammer là, la ville de Québec. Cette colère-là, qu'est-ce qui l'explique? Ben, je pense qu'à un certain moment, les responsables politiques vont aussi avoir à se regarder dans le miroir, parce que pour des gains politiques à courte vue, moi je pense à la CAQ dans tout le débat sur l'état d'urgence sanitaire, où justement on essayait de tomber dans ce jeu-là, d'associer des critiques absolument légitimes de certaines décisions qui avaient été prises par le gouvernement pour gérer l'état d'urgence sanitaire, qui est un régime exceptionnel, qui ne doit pas être confondu avec la crise de COVID-19. Et je me souviens très bien la première fois où, je trouvais que ça faisait longtemps qu'on aurait dû en parler à l'Assemblée nationale, mais je pense que c'était Dominique Anglade qui avait posé des questions sur l'état d'urgence sanitaire, et ça a été la ligne qu'a suivi la CAQ depuis le début, en disant que Dominique Anglade, toute critique des choix, de tous les choix qui sont faits par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19, faisait en sorte que les questions posées, c'était des questions où on avalisait la thèse complotiste. Alors ça, ces adéquations-là, pour des gains à courte vue, c'est-à-dire on veut faire ce qu'on veut, à terme, ça a des conséquences, surtout quand une crise dure sur le temps long. Parce qu'une crise sur le temps court et une crise sur le temps long, ça n'a pas les mêmes conséquences au plan social. Alors, l'intermédiaire, là, qui fait en sorte qu'ils ont beaucoup de mal à déployer, ben, je pense que et les médias et les politiciens ont une responsabilité sociale, pas juste politique, de parler plus fort que les extrêmes, que la nuance, puis les critiques, qu'on soit capable d'avoir un débat sensé, en fait, plutôt que de tomber dans le piège du gain à courte vue, et d'essayer de démoniser celui qui pose des questions qui sont par ailleurs tout à fait légitimes. En tout cas, à terme, on finit par arriver à une situation comme celle-là. Oui, c'est ça, une fracture au sein de la population aussi qui est de plus en plus grande. Bon, on a parlé des justement de solidarité. Elisabeth Germain, tu mentionnais que les mouvements de gauche portent ces valeurs-là. Les mouvements de gauche sont aussi habitués de prendre la rue. On n'a qu'à penser au mouvement étudiant, au mouvement vert, au mouvement féministe. Dans les dernières années, on le voit bien ici à Québec avec l'Assemblée nationale, on est tout près. On est à même de constater que la droite s'empare de plus en plus de l'espace public. La Meute, notamment, a manifesté il y a quelques années. Les radios de droite ont crié « Liberté ». Comme quoi, convoi de la liberté, c'est un peu le même slogan. Souvent, la gauche répond par une contre-manifestation. Ça arrive qu'on fait ça. Mais dans ce cas-ci, dans le cas particulier là du convoi de la liberté, on se retrouve un peu dans un cul-de-sac parce qu'on veut pas les appuyer, mais en même temps, on n'appuie pas d'emblée toutes les mesures. Peut-être qu'on veut les appuyer aussi. Je pose la question. Bref, c'est pas évident. On veut contester certaines mesures autoritaires. On en a parlé. La Ligue des droits et libertés a dénoncé le couvre-feu, notamment. Plusieurs ont dénoncé aussi l'idée de la taxe pour ceux qui n'étaient pas vaccinés. Là, cette idée-là ne fait plus partie du bucket de la CAQ maintenant. Comment est-ce qu'on peut montrer notre désaccord là justement sans être associé aux complotistes ou à ce mouvement de convoi de la liberté? Il y avait quand même un drapeau nazi là qui flottait à Ottawa. Ça veut pas dire que tout le monde dans ce convoi s'associe à ces valeurs-là, mais quand même, c'est assez spécial. J'aimerais que Louis-Philippe, réponde en premier, étant donné qu'il était le dernier lors de cette première question. C'est gentil, c'est comme un pôle de hockey. J'ai donc 2 choix, comme j'ai été le dernier à choisir. Il y a un très, très beau texte de Jonathan, justement, là, qui a publié sur les réseaux sociaux. Puis je pense qu'il résume bien le piège dans lequel il est facile de tomber pour toute manifestation, surtout une manifestation qui dure. Puis là, tu me diras si je te mets des mots dans la bouche ou si j'ai mal compris. C'est toujours plus angoissant quand on parle de la compréhension qu'on a du point de vue de quelqu'un quand il est devant nous.
C'est de pas tomber dans l'essentialisation des manifestants, de pas tomber dans cette idée-là, justement, qu'ils sont là pour la même raison, puis là, de tomber dans l'idée, puis on l'a vu quelque part. Parce que moi, Dieu sait que j'en ai entendu parler à l'époque du conflit étudiant, là. Je veux dire, l'adéquation, pour revenir au principe, autrement dit, là, qu'est-ce qui fait une manifestation, qu'est-ce qui fait qu'on doit supporter les inconvénients qui viennent avec une manifestation. Parce que l'objectif de toute manifestation, c'est de mettre de la pression sur le politique pour être capable de faire avancer un agenda politique et des objectifs. Bon. Alors, j'entendais là hier, encore une fois, la ministre Guilbeault nous dire que ce serait paradoxal que une manifestation empêche ou en tout cas nuise à la capacité des gens d'avoir du plaisir au Carnaval de Québec. Ça, c'est pas sérieux. Le Carnaval de Québec, tu sais, oui, c'est quelque chose de formidable, mais l'objectif d'une manifestation, c'est comme de demander aux grévistes de faire une grève, mais dans un stationnement fermé de centre d'achat pour pas déranger personne. C'est contre l'idée même de la manifestation. C'est là pour que ce soit désagréable, pour faire entendre le message. Bon. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, pour toute manifestation, qu'elle soit organisée par des groupes de droite ou de gauche, il y a quand même des critères, tu sais, des libertés fondamentales. Ça s'inscrit dans un cadre et dans une structure collective. Et il y a des manières d'exprimer un désaccord politique, puis là, je reviens à la jurisprudence, qui sont tout simplement pas protégées par la liberté d'expression. Donc, l'idée, là, on parle de jammer, on parle de siège, on parle de barricade. Ça, ce n'est pas protégé par la liberté d'expression. Il y a d'autres manières de mettre de la pression qui ne mettent pas intrinsèquement en danger la population générale. Parce que là, quand on bloque les routes, ça implique donc que les véhicules d'urgence soient plus en mesure de passer. Il y a beaucoup de conséquences négatives. Bon. Outre ça, ben là, je pense qu'il faut donc c'est deux choses. Là. Faut pas essentialiser les manifestations. Tu l'as dit d'entrée, là, les gens qui sont là, dans tous les convois de la liberté, ben tous, il y en a deux, là, je veux dire, ils sont là pour différentes raisons. Il y a un melting pot de raisons. Il faut essayer de comprendre pourquoi ils sont là, puis essayer de faire sens avec tout ça, puis de pas dire parce que j'ai vu un drapeau nazi, de la même manière qu'on a vu des casseurs à l'époque de la manifestation de 2012, donc de faire une adéquation, comme le gouvernement Charest l'avait fait, et ils sont tous pour la violence et l'intimidation. Hein? Même Fred Pellerin, on s'en rappelle, était pour la violence et l'intimidation parce qu'il avait porté un carré rouge. Là. Ce type d'adéquation-là, il faut pas tomber là-dedans. Puis de l'autre côté, ben, il faut revenir à des prémices collectives qui permettent de qualifier ce qu'on peut faire collectivement et pas dans le contexte d'une manifestation. Et là, ce qui est très différent, et pour moi qui est inquiétant, c'est l'usage de machinerie lourde dans le contexte des manifestations. Ça, c'est pas la même chose à l'époque de la grève étudiante de 2012. Là, c'est des 12 roues, puis des 10 roues qui viennent, puis qui ont une capacité de nuisance pas mal plus importante qu'une marche qui part... je me souviens plus de l'endroit là, mythique de Montréal où toutes les manifestations de 2012 partaient, là, mais je veux dire, voilà, c'est pas du tout le même type de manifestation. Et il y a des possibilités donc qu'ils ne bénéficient pas du même degré de protection, et on peut le comprendre par ailleurs, là, qui sont accordés par les droits et libertés de la personne. Ouais. La meute aurait, selon un auditeur, confirmé sa présence samedi à ce convoi de la liberté à Québec. Ça rentre un peu dans ce qu'on élaborait dans le sujet, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut montrer notre désaccord face soit à l'état d'urgence ou à certaines mesures sanitaires sans être associé à ces mouvements-là. Jonathan, c'est à ton tour, mon cher. Oui. Donc, en fait, je dirais que c'est une question qui est très complexe, mais je pense qu'il faut qu'on se la pose puis qu'on se dise de façon franche puis qu'on ait ces débats-là à l'intérieur de gens qui appuient les revendications, peut-être qui sont amenées par ce mouvement, pas en bloc, mais certaines d'entre elles, et voir comment on peut se positionner de façon efficace, audible, pour faire entendre un autre discours qui n'est pas celui de la droite ou de l'extrême droite ou anti-tout, mais qui est capable de dire il faut prendre des mesures de précaution, des mesures sanitaires sont utiles, nécessaires, valides, pas toutes, puis amener cette position-là d'entre-deux, de troisième voie, qui est un peu plus difficile à mettre de l'avant. Je dirais que dans les revendications du convoi de la liberté, pourquoi le mouvement se mobilise, c'est un roll-ball. Plus qu'on va obliger les gens qui sont réticents à se faire vacciner, on va leur mettre des contraintes supplémentaires, on va les stigmatiser, amener des dispositifs, même je dirais c'est un terme fort, mais de ségrégation, à en disant vous pouvez plus aller là, vous pouvez plus aller à l'épicerie dans les grandes surfaces, vous pouvez plus faire ça. Puis on augmente la pression, les gens sont en colère et toute nouvelle mesure qu'on ajoute pour faire plaisir aux gens qui sont frustrés contre les non-vaccinés, mais ça va augmenter la colère, donc la probabilité que les gens manifestent et passent à des actions de plus en plus fortes. Donc, au niveau des revendications, je pense qu'il faut distinguer.
si on se dit, peut-être pas, on peut pas tout enlever les mesures sanitaires du jour au lendemain, peut-être que certaines d'entre elles sont pas obligatoires ou essentielles. L'obligation du passeport vaccinal, la fin de l'état d'urgence, la question même du passeport vaccinal, moi, je suis en désaccord personnellement pour diverses raisons. Je pense que ça amène de la contrainte pour des gains sanitaires qui sont pas avérés sur des études. Donc, il y a une série de choses qu'on pourrait mettre en place, mais il nous faut quand même des vaccins, il nous faut des masques, il nous faut des mesures sanitaires quand même. Cette position-là, je pense qu'on peut l'avoir de façon convaincante et argumentée. Au niveau, comme l'avait dit aussi Louis-Philippe, je pense de ne pas essentialiser la diversité des gens à l'intérieur du mouvement. C'est un mouvement qui est très large, populaire, qui est un peu informe. Il y a des gens qui étaient politisés à gauche, des gens qui sont apolitiques, des gens qui sont certes des groupes de droite et d'extrême droite. Mais c'est un peu comme les mouvements, disons, des Gilets jaunes en France au début. La gauche est un peu sceptique. Elle s'est dit, là, c'est qui ces gens-là? Ils sont-tu contre l'écologie? C'est pas les gens d'habitude qu'on voit sur le terrain. Et il y a des groupes de droite et d'extrême droite qui étaient présents, mais aussi, les gens sont allés dans la rue, ils se sont appuyés. Et il y a eu des groupes qui ont été justement près des Gilets jaunes, ils les ont appuyés, se sont solidarisés, puis ils ont contribué à ce qu'ils chassent les éléments, peut-être des problèmes, des groupes de droite identitaire, extrême droite et tout ça, au sein de ces mouvements-là. Mais c'est quelque chose qui est difficile à faire, parce que si la gauche a été absente depuis 2 ans de ces débats, puis que les groupes dans les médias sociaux ou ailleurs sont bien impliqués, puis on dit, vous avez raison d'être en colère, puis nous autres aussi, on est d'accord avec vous, avec l'ensemble de vos mesures. Alors là, peut-être que les gens sur le terrain, même s'ils sont pas d'extrême droite, ils vont plus appuyer ces gens-là que les gens de la gauche qui débarquent à la dernière minute. Donc, il y a comme cet enjeu-là qu'il faut prendre en compte. Mais du moins, depuis une série de prises de parole que je prends sur les médias sociaux, il y a des gens qui m'écrivent en privé de différentes tendances politiques, dont des groupes qui me disent, oui, dans mes cercles, on veut justement lutter contre l'extrême droite. Puis là, j'essaie de parler à mes gens. Puis enfin, il y a quelqu'un qui en parle. Puis moi, c'est ça que je pense, mais je l'avais pas dit tout haut. Puis il y a des gens qui disent qu'il faudrait qu'on sorte dans la rue, puis qu'on se mette à faire différentes actions, puis qu'on solidarise avec certains gens dans le mouvement, mais qu'on chasse ces groupes-là d'extrême droite. Puis si on le fait pas, ils vont prendre toute la place. Donc, il y a comme, je pense que les gens commencent à se réveiller un petit peu, mais c'est compliqué à faire. Puis, je dirais aussi, le convoi de la liberté, même si on a vu des drapeaux, certes, j'ai vu un drapeau nazi ou je sais pas s'il y en a eu 2, des drapeaux confédérés, moi j'en ai vu quelques-uns parce que je prenais l'auto de 20 en direction de l'Est, puis j'ai vu plusieurs camions arriver. Mais j'ai vu aussi sur les médias sociaux, je suis, pour pas être dans ma bulle, des gens de différentes tendances politiques, dont des complotistes, et je les suis avec de façon distancée. Mais il y avait plein d'images de groupes de minorités culturelles, discours anti-racistes, des discours progressistes aussi dans la manifestation, mais c'est pas ce qu'on voit sur les médias sociaux que les médias officiels ont ramené. Donc, il y a vraiment une diversité dans le mouvement. Et je me dis que si on ne vient pas, puis on va pas proposer de choses, puis on reste à distance, puis on regarde le bateau passer en disant c'est tous des gens d'extrême droite, c'est tous des gens qui sont pas éduqués, qui sont irrationnels, qui sont stupides, qui sont complotistes, alors là, ça va renforcer cette image-là, puis on va couper le lien qu'on pourrait avoir. Donc, pour moi, j'ai une position d'appui critique, de pas appuyer en bloc, parce qu'il y a des choses très problématiques, mais d'un appui critique. Mais après, comment faire, ça, je sais pas. Comment faire, c'est ça la grande question. Elisabeth, ne te sens pas obligée de répondre à ça. Comment faire? Mais on veut t'entendre là-dessus quand même. On va allumer le micro, oui. Oui, c'est ça. La première chose qui me frappe d'abord avec ce fameux convoi, c'est l'intimidation que ça représente. Puis, je pense que cette question d'intimidation, on est particulièrement sensible à ça quand on est une femme, une personne immigrante, une personne handicapée, etc. L'image qui est projetée par ce convoi-là, c'est « tassez-vous, moi je prends la place ». Puis je suis désolée, mais c'est très clair pour nous que la violence, c'est l'outil du contrôle. Le féminisme a mis ça en évidence. L'antiracisme le démontre aussi très clairement. Ce supposé appel à la démocratie et à la liberté qui dit « tassez-vous, moi je vais l'installer, la liberté puis la démocratie », là, c'est complètement antinomique. Alors, il y a des choses auxquelles on doit s'opposer au nom des valeurs plus profondes ou des états politiques essentiels qu'on veut installer. Moi, je la veux, la démocratie, je la veux, la liberté, je veux l'égalité, je veux la solidarité. Puis je dis « je », là, mais je pense à toutes les personnes avec qui je milite régulièrement. Puis devant l'intimidation, on perd nos moyens.
que ce soit au niveau individuel ou collectif. Alors, je pense qu'il faut dénoncer cette intimidation et cette violence-là et refuser de s'y être associé. Par contre, comment montrer son désaccord face aux mesures ou face à certaines mesures, etc., on le montre de toutes sortes de façons. Les gens en parlent, etc. Sauf que c'est très clair que le gouvernement n'a pas su écouter la colère légitime qui monte. Puis ça ressemble à ce qui s'est passé, là, ça va peut-être sembler gros comme comparaison, mais ça ressemble à ce qui s'est passé et ce qui se passe aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis en sont rendus là? C'est parce qu'il y a une colère, une souffrance populaire qui dure depuis des dizaines d'années, dont les gouvernants, les partis politiques se sont pas occupés. Puis c'est Trump qui a réussi à canaliser ça. Mais il faut que nous, on l'écoute si on veut pas s'en aller dans la démagogie, la violence, etc. Il faut écouter ça. Puis c'est drôle parce que c'est des camionneurs. Puis moi, j'ai eu longtemps dans l'esprit la chanson des Cowboys fringants, l'Amérique pleure, tu sais. Puis il dit, quand je regarde dans mon rétroviseur, je vois l'Amérique qui pleure, tu sais. Mais ces camionneurs-là, ils n'ont pas regardé dans leur rétroviseur l'Amérique qui pleure. Ils ont regardé l'Amérique en colère, puis ils portent la colère de l'Amérique. Puis je pense que un travail urgent qu'on a à faire, c'est un travail pour l'égalité, pour le bien-vivre. Et ça, le dire de toutes sortes de façons. Puis pas limiter ça à la question des mesures sanitaires, puis la révolte contre les mesures sanitaires. Pour moi, ça, c'est un symptôme d'un malaise social et politique et économique beaucoup plus large. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Ah, comme c'est intéressant de vous entendre tous les trois, ça fait vraiment du bien, ça alimente les idées, mais ça fait du ménage aussi, parce qu'on est un peu embrouillé avec tout ça, hein? C'est mélangeant, c'est difficile. Maintenant, les manifestants camionneurs se réclament en disant convoi de la liberté, se réclament de la charte des droits et libertés de la personne pour justifier leurs actions. Louis-Philippe Lampron, tu es le spécialiste des chartes. Donc, est-ce que ces camionneurs ont raison de s'appuyer sur la charte des droits et libertés de la personne pour justifier leurs actions? Ouais, c'est une période très rude pour un professeur de charte parce que ils sont instrumentalisés, ces textes-là, et certaines des garanties qui sont enchâssées à l'intérieur de ces textes-là, puis ça remonte à 1948, la Déclaration universelle des droits. On pourrait faire remonter ça à 1215 à la Magna Carta, mais allons-y au moins pour 1948. Est-ce qu'ils ont raison d'invoquer la Charte canadienne des droits et libertés? Oui, parce que c'est des droits qui appartiennent à tout le monde. Ça, c'est bien correct. Mais il me semble que, et ça, c'est des symptômes de ça, là, moi, j'ai été 4 ans en choc post-traumatique. On parlait de Trump tout à l'heure. Je veux dire, tu sais, ça a été sur l'état de droit, puisque ça impliquait là, comme risque pour l'effondrement du lien social. C'était terrible. On vit encore dans les aftermath de tout ça, par ailleurs. Puis ça a des impacts partout à travers le monde. Puis je pense qu'effectivement, le convoi de la liberté, là, il y a, pour certains, en tout cas, il y a une espèce de parfum de trumpisme pour certains groupes de manifestants qui y participent. Là, c'est bon. Alors, moi, ce qui me, quand je parle d'instrumentalisation, puis c'est pas la première fois où on instrumentalise un droit fondamental, laissant entendre qu'il n'y a que ce droit-là dans la charte, puis qu'il faut pas, parce que ça, c'est un principe fondamental de la charte, c'est l'interdépendance. L'adage selon lequel le droit des uns s'arrête là où le droit des autres commence, etc. Je veux dire, c'est la clé de voûte, à quelque part, des textes qui sont protégés dans la Charte canadienne. Et au niveau international, il y a cette adéquation-là entre les droits civils et politiques puis les droits économiques, sociaux et culturels. Hein. L'idée que la liberté, elle n'existe pas en elle-même, elle n'existe pas dans l'état de nature, elle dépend d'institutions fortes, elle dépend de notre capacité d'avoir accès à l'eau courante, etc., etc. Elle dépend de notre capacité à faire société, quelque part. Bon. Alors, est-ce que ils ont raison de... Là, je vois dans les boîtes de pick-up, c'est assez surprenant. Là. Je veux dire, ils collent dans les fenêtres la Charte canadienne des droits et libertés là, dans le convoi de la liberté. Bon. Mais tu peux pas faire dire n'importe quoi aux droits fondamentaux, puis tu peux pas faire du pick and choose à quelque part. Tu peux pas juste invoquer ta liberté au sens très, très large, puis pas tenir compte du droit à l'égalité, puis du droit à la vie, à la sécurité, ou des garanties qui permettent l'état de droit. Bon.
Alors, moi, c'est ça qui me frappe beaucoup, mais là, c'est du côté des manifestants qu'il y a des tentatives, soit d'une mauvaise compréhension, soit d'instrumentalisation. Mais ce qui nous mène là, c'est qu'il y a aussi des gouvernants qui ont tenté d'instrumentaliser les chartes pour des fins politiques à courte vue. Tu sais, je veux pas revenir sur la loi sur la laïcité de l'État, mais la manière qu'a eu le gouvernement Legault, j'y reviens, je dis pas que je veux pas y revenir, j'y reviens, tu sais, voilà. La manière qu'a eu le gouvernement Legault de parler de la disposition de dérogation comme si c'était une simple technicalité qui permettait enfin au gouvernement de déterminer, pas les méchants juges, mais bien les politiciens, où s'arrêtent les droits fondamentaux au Québec, parce que ça revient à l'Assemblée nationale. Ce type d'argumentaire-là qui vise juste un gain à courte vue, sur le moyen et le long terme, c'est délétère, parce que ça fait en sorte de créer beaucoup de confusion dans ce que sont ces garanties fondamentales-là, puisque ça implique, pour qu'on soit capable, justement, d'avoir un contre-pouvoir effectif. Fait que, c'est pour ça que c'est rude, je trouve, de défendre les droits et libertés. C'est une des raisons, pas de les défendre, mais en tout cas, en tout cas, moi, il y a des choses que je prenais pour acquis, puis je peux plus les prendre pour acquis, puis c'est un peu pour une des raisons pour laquelle je vais sortir mon livre le 8 février. Tu sais, c'est essayer de revenir à des prémices de base qui permettent de nous réapproprier ces textes-là, pas sur des motifs dogmatiques. C'est pas du droit naturel, les droits et libertés de la personne. On n'a pas la liberté d'expression parce qu'on est un être humain. Il y a des motifs pragmatiques derrière ça qui nous permettent, en tout cas depuis 1948, c'est les garanties de base qui devraient permettre la coexistence pacifique les uns entre les autres. Alors, c'est un peu ça. Alors, réponse beaucoup trop longue et pas très claire à ta question initiale, mais oui, ils ont raison, mais manifestement, il y a instrumentalisation ou mauvaise compréhension des limites qui s'appliquent pour tous les droits fondamentaux. Oui. Un commentaire là-dessus, Elisabeth? Je pense que techniquement, Louis-Philippe a tout dit. L'instrumentalisation des droits, c'est là. J'ai juste envie d'aller plugger quelque chose que j'avais envie de dire ce matin par rapport aux mesures. C'est qu'il est paradoxal que d'un côté, le gouvernement a imposé de façon très large des mesures, toutes sortes de choses, des mesures contraignantes, puis que par ailleurs, il n'a absolument pas pris la voie de ce que les soignantes indiquaient dans le domaine de la santé. Depuis le début, les soignantes ont réclamé certaines mesures de protection, justement pour être en mesure de donner ces soins-là sans tomber comme des mouches. Puis on a vu à quel point les personnes ont été malades. Oui. Dans l'éducation, c'est la même chose. Depuis 1 an et demi, on réclame des purificateurs d'air dans les classes et tout. Et non, on s'est contenté de nous installer des mesureurs de CO2. Ça une mesure, ça change rien. Alors, il y a toute cette dévalorisation du travail de soins porté par les femmes généralement, qui est un fondamental de la société et qui n'est toujours pas reconnu. Puis si on était allé plus loin dans les droits économiques et sociaux, parce que finalement, l'application des chartes, c'est beaucoup limité aux droits politiques, mais si on était allé dans les droits économiques et sociaux, on aurait sans doute vu l'obligation de rehausser la valorisation des soins, du travail de soins, du travail de reproduction sociale qui est fait par les femmes, et on réintroduirait un équilibre qui est rompu actuellement et qui est cause de beaucoup de dommages. Sur cette question, donc, de se réclamer de la Charte des droits et libertés de la personne pour justifier l'action du convoi de la liberté, Jonathan, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oui, mais en fait, de mon côté, je suis pas aussi expert de la question de la Charte des droits et libertés, mais sur la conception de la liberté peut-être qui est implicite ou qui semble être diffuse par là. Puis, tant les gens qui la réclament, le cri de liberté, de libération face à des mesures plus contraignantes, répressives, autoritaires, on l'entend et on le voit. Donc, la Charte, c'est peut-être un outil dont ces gens se servent, mais une certaine conception de la liberté qui est en arrière. Et ce que j'ai entendu aussi dans les critiques du mouvement, y compris dans les milieux progressistes, c'est liberté, comme avec l'expression de dire vous êtes pour liberté individuelle, vous êtes irresponsable, vous êtes une conception étroite de la liberté. Et je me demande en fait jusqu'à quelle mesure est-ce que les gens
dans le mouvement du convoi et ailleurs qui s'opposent aux mesures sanitaires ont cette conception étroite de la liberté, mais aussi quelle conception on pourrait mettre de l'avant. C'est pas celle-là, c'est une autre conception de la liberté. Pour pas dire il y a juste la sécurité qui compte, parce que c'est un peu le discours sécuritaire qui justifie beaucoup de mesures par ailleurs. Ah, la sécurité justifie de mettre l'état d'urgence. On peut suspendre la démocratie pendant un bout de temps. Ah, il faut mettre des mesures, certes, mais ça va venir des injustices, mais c'est au nom de la sécurité. Et le discours sécuritaire est omniprésent. Donc, il faut avoir, je pense, un contre-discours sur la liberté. Mais, comme le dit Elisabeth Germain plus tôt, je pense que l'image du camion qui arrive, qui impose sa présence, sa volonté, cette vision-là de la liberté. Moi, j'ai ma liberté à moi et vous allez pas m'imposer aucune contrainte et je m'affirme, c'est pas liberté qui est dans l'interdépendance ou qui prend en considération le travail de soins, de care ou les vulnérabilités multiples qu'on peut avoir entre nous. Donc, cette conception-là, la liberté qui serait liberté et interdépendance, liberté et égalité, liberté collective, démocratique, mais avec une prise en compte d'une auto-limitation qu'on doit avoir comme société pour pas non plus laisser tout aller, dire c'est le laisser-faire, on enlève toutes les mesures. Cette conception-là, la liberté, je pense qu'elle est pas élaborée, explicite ou entendue dans l'espace public non plus, ce qui fait que c'est plus les conceptions plus brutes, la liberté contre l'oppression. C'est cette ligne-là de clivage qu'on voit. Tu sais, le gouvernement dit la sécurité, les règles, les contraintes, puis les gens disent non, on veut la liberté totale, c'est trop. Puis je pense qu'il faut avoir d'autres conceptions de la liberté à mettre de l'avant, peut-être plus proche de celle des chartes des droits et libertés, peut-être des conceptions de la liberté qui seraient plus émancipatrices, à la fois pour l'individu, mais pour le groupe aussi. Donc, en fait, je me pose ces questions-là. Qu'est-ce que la liberté aujourd'hui, dans un contexte de pandémie, qui nous impose, certes, des limitations, des contraintes. Et est-ce qu'on se fait imposer par le haut? Est-ce qu'on accepte? Quelles sont légitimes ou pas? Ça, c'est vraiment des questions très complexes. Ben oui, puis on a quelqu'un d'ailleurs dans le chat, une auditrice qui dit la meilleure sécurité. Ça donne un point de vue sur la chose, sur ce que vous venez de mentionner. La meilleure sécurité pour cette auditrice et efficacité, c'est d'augmenter son système immunitaire. Donc, il y a une réponse ici quelqu'un qui donne son point de vue. Je veux revenir justement sur ces travailleuses du care dont on a parlé, Elisabeth, tu l'as abordé. Comment est-ce qu'on peut être justement solidaire avec ces travailleuses de la santé tout en étant contre certaines mesures sanitaires, soit contre le passeport vaccinal, soit contre le couvre-feu. Si on est contre, c'est difficile de jongler avec ces deux éléments-là, puis j'aurais envie d'entendre Elisabeth là-dessus. Ben, c'est peut-être difficile théoriquement, mais en pratique, quand on est vraiment solidaire avec les travailleuses de la santé, d'abord, puis je rappelle aussi les travailleuses de l'éducation parce que puis les filles des CPE parce que elles sont toutes prises dans la même obligation globale de donner des soins. Quand on est proche du terrain des femmes et des hommes, parce qu'il y a aussi des hommes là-dedans qui dispensent ces soins-là, ça va ensemble de s'opposer à certaines mesures excessive, d'être très consciencieux par rapport à des mesures courantes, le masque, la distance, etc., etc. Elles aussi, elles ont un ras-le-bol, on partage le ras-le-bol avec elles. Alors, il y a une solidarité vécue dans la vie quotidienne, dans la vie sociale, qui pose pas problème théoriquement. Là. Je pense qu'il ne faut pas opposer la solidarité avec les travailleurs, travailleuses du soin, puis l'appui aux mesures, parce que, voilà, c'est l'appui mitigé ou l'opposition à certaines mesures. Oui. Rapidement, Jonathan et Louis-Philippe, il nous reste quand même des grosses questions à vider, mais sur cette question-là en particulier, Louis-Philippe? Ben, c'est parce que c'est une question... On se rajoute aux questions complexes qui sont très, très bien décrites par Jonathan et Elisabeth. Là, le fait que la position qu'on peut avoir par rapport à l'efficacité des mesures sanitaires,
c'est un bien d'expert, entre guillemets, beaucoup. Et donc, moi, je suis pas un épidémiologiste, je suis pas un immunologiste. Alors, les données sur lesquelles le gouvernement se fonde pour justifier l'efficacité des mesures sanitaires, surtout dans un contexte où depuis 2 ans, il gouverne par décret, il y a 2 critères qui sont fondamentaux parce que dans le convoi de la liberté, puis dans cette colère-là, il y a beaucoup la manifestation d'une crise de confiance envers différentes institutions démocratiques, que ce soit le gouvernement, les médias, etc. Bon. Alors, dans un contexte comme celui-là, la partisanerie, elle est toujours nocive pour moi, mais en particulier dans un contexte où le gouvernement a les 2 mains sur le volant, pour reprendre une expression honnie qu'on associe à Jean Charest, mais littéralement, parce que c'est pas l'Assemblée nationale là, qui est au pouvoir, entre guillemets, sur l'état d'urgence sanitaire, c'est vraiment le gouvernement et les décisions exécutives. Bon, alors, cohérence et transparence, c'est fondamental pour maintenir l'adhésion sociale envers les mesures, parce qu'on a besoin, comme ce sont des biens d'experts, c'est pour ça que tout le débat sur l'indépendance d'Horacio Arruda par rapport aux décisions politiques est aussi fondamental. Sans cette cohérence-là, cette transparence-là, il va y avoir effectivement de la confiance. Et je pense que là, les incohérences dans certaines décisions, le avance-recul, le ballon d'essai, parce que ce gouvernement-là fonctionne beaucoup par lancer avec le lancement de ballons d'essai. Là, sur la contribution santé, on va punir, comme le disait Jonathan, les non-vaccinés parce que les vaccinés qui font des efforts sont frustrés et puis il faut qu'on leur fasse plaisir. Ça, c'est pas un bon motif pour restreindre des droits aussi fondamentaux que le droit à l'intégrité physique. Ça marche pas. Alors, il recule, mais cette vaste hésitation-là, sur une crise qui dure et qui en finit plus de durer, c'est clair que ça crée un effritement de la confiance et ce faisant, c'est très, très problématique parce que ça fait monter la colère. Parce que je suis pas en mesure, moi, de déterminer qu'est-ce qui est efficace, comme j'ai besoin d'être capable de savoir que le gouvernement se fonde sur des avis indépendants puis qu'il fait pas de la petite politique quand il commence à lancer ces différents ballons. J'ai parlé trop longtemps, je suis désolé. Non, il n'y a aucun problème. Vous êtes là pour ça, Jonathan, en terminant sur cette question de solidarité envers les travailleuses du care, les travailleuses de la santé et de l'éducation et le fait d'être contre certaines mesures. Est-ce qu'on peut se permettre de se poser cette question-là? Oui, je crois que oui. Pour être en solidarité vécue concrète, il faut voir aussi comment, comme citoyenne ordinaire, on peut contribuer ou aider. Il y a faire attention pour pas trop prendre de risques, propager le virus inutilement, tout ça. Après, est-ce qu'on peut aider des gens dans le besoin, donner un coup de pouce, faire du bénévolat volontariat, mais c'est difficile qu'on n'est pas formé, on peut pas s'improviser infirmier comme moi, par exemple, en l'espace d'une semaine. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Ensuite, sur les autres mesures, comme par exemple le passeport vaccinal, moi, c'est une chose, en fait, là, le couvre-feu, je me suis pas mal opposé sur cet enjeu-là. Le passeport, allez voir à travers le monde les différents pays qui l'ont mis en place. Quelles sont les études qui justifient, quels sont les effets, quelles sont les conséquences nécessaires et à long terme. Au début, on a dit que c'est une mesure temporaire, ce qui est peut-être le cas, mais en même temps, vu que c'est un état d'urgence qui est comme toujours reconduit, ça fait en sorte qu'on peut se douter combien de temps ça va durer. Et après ça, voir quelles sont les conséquences négatives à long terme si ça s'institutionnalise, si c'est appliqué de plus en plus largement, et voir est-ce que ce que ça a comme gain potentiel ou avéré du point de vue sanitaire, ça vaut la peine de mettre en place ce dispositif-là. Il n'y en aurait pas d'autres à la place. Donc, je pense qu'on peut questionner certaines mesures tout en disant il nous faut quand même des règles, il faut faire attention, puis il faut qu'on appuie le milieu de la santé, puis qu'on appuie par des réinvestissements massifs en disant, écoutant ce qu'on a besoin sur le terrain. Puis il y a beaucoup d'infirmières, il y a des lettres ouvertes qui disaient on a besoin d'auto-gérer nos milieux de travail, d'avoir nos propres horaires, arrêter de nous imposer du temps supplémentaire, puis d'abolir nos différentes vacances, puis nous faire payer lorsqu'on a la COVID. Puis toutes ces affaires-là, en fait, ça épuise le milieu de la santé. Donc, il faut appuyer, je pense, les revendications des gens directement concernés sur le terrain, les travailleuses du soin, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour appuyer ces revendications-là qui ont un impact direct sur la capacité du système de santé à traiter les gens qui sont infectés ou qui ont d'autres problèmes de santé. Donc, allez voir ça, puis on peut questionner en même temps d'autres mesures, voir si sont utiles ou non. Oui, parce que dans certains endroits du monde, le passeport vaccinal a été supprimé. Là. Il n'y en a plus. Donc, ça a été comme nous, mise en place pendant une certaine période, puis on s'est aperçu de certaines choses, puis là, on l'a évacué des mesures sanitaires. Donc, dernière question, qui, selon vous, profite le plus la division de la population en ce moment? Louis-Philippe, tiens. Ben, moi, j'ai envie de répondre sur le moyen et long terme à personne, parce que cette polarisation-là, elle est nocive, socialement parlant. Là, je veux dire, je vois pas qui va bénéficier de ça à moyen et long terme, surtout que ça semble s'accroître. À moins qu'il y ait un apaisement, on a tous intérêt,
J'espère que le gouvernement l'a compris, là, parce qu'il semble avoir changé de discours, là, en ce qui concerne les non-vaccinés. Là, il a commencé, depuis qu'il a annoncé la contribution santé, ensuite, il a annoncé là, le mandat qu'il donnait au ministre Carman de tendre la main. Là, il a fini par reculer complètement sur la contribution santé. Puis là, il va en disant il faut tendre la main, machin. En tout cas, je dis, soyons optimistes. Peut-être qu'il a compris quelque chose et qu'il va y aller sur quelque chose qui est moins polarisant. Mais à court terme, la polarisation, ça sert. C'est clair. On l'a vu avec Trump. C'est divisé pour régner. Ça remonte à Machiavel. C'est sûr que ça peut toujours servir pour le court terme, pour être capable de s'emparer du pouvoir. Mais sur le moyen et long terme, là, le très moyen terme, cette polarisation-là, elle est dangereuse. Ben oui, et puis on peut se demander aussi, est-ce qu'il y a des solutions pour rétablir les ponts? Comment est-ce qu'on va faire ça? Parce qu'idéalement, il faudrait rétablir les ponts. Jonathan, là-dessus? Oui, donc qui bénéficie la polarisation et la prolongation de la crise actuelle, mais de façon générale, c'est peut-être c'est une hypothèse, je ne veux pas y aller avec une affirmation hors de tout doute, mais c'est les élites économiques et politiques qui bénéficient, mais les élites économiques, ou peut-être le gouvernement en place, mais c'est vraiment les élites économiques. Parce que qui bénéficie de la crise à l'heure actuelle? Depuis le début de la crise, il y a eu encore une forme d'accroissement extrême des inégalités de richesse, pas seulement du 1%, mais du 0,1%. Des géants du numérique, du web, des compagnies pharmaceutiques qui ont distribué des vaccins à grande échelle. Puis on peut être critique puis dire oui, bon, je vais prendre mon vaccin quand même, mais avec tout le système de brevets puis les systèmes de contrôle qui sont mis en place puis qu'on est obligé de passer par actuellement dans les salles de classe pour plein de choses par le numérique pour être capable d'avoir des interactions sociales directes. Je dirais c'est vraiment comme en fait les grandes entreprises multinationales puis les GAFAM qui bénéficient bizarrement de la crise sanitaire qui se prolonge, puis de la non remise en question parce qu'on est en train de se chicaner sur des mesures sanitaires, sur est-ce qu'il faut être vacciné ou pas. Ah, c'est à cause des complotistes, c'est à cause des moutons qui suivent le gouvernement. Puis ces genres de chicanes-là internes, le gouvernement se maintient en place. Puis ceux qui bénéficient de la crise, c'est un terme un peu large, l'oligarchie. On peut dire, bon, qui sont ces individus-là, mais c'est eux qui bénéficient le plus de la crise puis la division à l'interne en bout de ligne, je pense aussi. Donc, tant qu'on va on n'aura pas les projecteurs liés sur ceux qui bénéficient de la crise puis qui ont intérêt à ce que ça dure, on va rester encore là à se chicaner entre nous dans certains paramètres, puis les fondamentaux du système social et économique dans lequel on vit qui nous mènent vers la crise écologique, on va se maintenir en place dans un système qui ne sera pas viable à long terme non plus. Donc, ce serait un peu l'hypothèse que je lance. Elisabeth? Je suis tout à fait d'accord avec ce que Jonathan vient de dire. La question du système économique là-dedans est fondamentale pour voir à qui ça profite. Puis du côté politique, je dirais que ça profite aux droites et aux extrêmes droites exactement. Quand on regarde l'état du monde, c'est terrible ce qui se passe. Je veux dire, on l'a vu avec Trump, là. Comment est-ce que l'extrême droite gagne du terrain aux États-Unis, comment de plus en plus la polarisation se fait impossible à combler entre les deux partis. Quand on regarde plusieurs pays d'Europe, plusieurs pays d'Amérique latine, il y a une prise de pouvoir de plus en plus grande des extrêmes droites. Et ce qu'il faut voir, c'est qui a à perdre là-dedans. Mais ceux qui ont à perdre, c'est tous ceux qui sont pas les plus forts, soit qui sont pas les plus forts économiquement, soit qu'ils n'ont pas les gros bras politiquement et socialement. Alors, là, on se trouve à retomber dans toute la question des systèmes de domination liés les uns aux autres. La domination capitaliste est avec la domination patriarcale, la domination raciste, colonialiste. Bon, je veux pas accumuler les ismes, mais on pourrait résumer en disant que si la crise actuelle, la polarisation profite au plus fort, puis que ça, c'est la démocratie qui y perd parce que tous ceux qui sont pas dans les plus forts perdent leurs moyens d'action pour orienter la société dans laquelle ils vivent. Oui. Ça jase fort dans le chat et je voulais souligner que les gens sont très respectueux. C'est quand même, je voulais le souligner parce que les discussions alimentent finalement. Oui, bravo, bravo à tout le monde parce qu'on sait que c'est un sujet très chaud puis que ça peut partir vite en vrille. Il y en a qui parlent d'ailleurs de ce convoi de la liberté là, qui serait, basé sur des actions plus émotives qu'intellectuelles, mais en même temps, hein, on est toujours
toujours, quand on se mobilise, c'est souvent à partir d'une émotion qui nous pousse à l'action. Ça, c'est mon petit ajout à la discussion. Je me le permets.